I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue dans les décodeurs atlantiques. Moins de défaillances d'entreprises lors des 6 premiers mois de 2016. 3217 sociétés marocaines ont fait défaut au premier semestre selon une enquête d'Inforisque. Le nombre de défaillances a ainsi augmenté de 7,7% par rapport aux 6 premiers mois de 2015. Ceci étant, cette progression est 2,5 fois moins rapide comparée à la moyenne annuelle entre 2012 et 2015. Amine Diouhi, responsable PME chez Inforisque, est notre décodeur du jour. Bonjour. Bonjour. Un rythme de défaillance en baisse, vous nous en expliquerez les contours. En deuxième partie d'émission, on parlera de la révolution digitale avec la nécessité de s'adapter pour les entreprises marocaines. Les décodeurs atlantiques jusqu'à 10h. Vos réactions sur la page Facebook des décodeurs atlantiques. Alors dites-nous, Amine Diouhi, le rythme des défaillances d'entreprises au Maroc est en baisse. Est-ce que c'est un bon signe? Mais déjà, expliquez-nous ce qu'on veut dire par défaillance d'entreprise. Alors oui, effectivement, par défaillance d'entreprise, dans nos statistiques, on prend en compte deux choses. On prend en compte les entreprises qui sont en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Très souvent, on assimile défaillance à faillite. C'est pas tout à fait le cas. Quand on parle de redressement, on va dire que le malade, il est très malade, voire même dans le coma, mais il n'est pas encore mort. Il est agonisant. Il est agonisant, mais ça, oui. Quand on dit agonisant, ça veut dire qu'il a encore une chance de se remettre sur pied. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que c'est un peu trop dur de parler de faillite d'entreprise. Voilà, on parle de redressement ou de liquidation judiciaire. Alors liquidation, comme le cas de la Samir, par exemple. Oui, effectivement. Et la Samir figure parmi les 3217 sociétés en défaillance lors du premier semestre 2016. Effectivement, c'est le cas. Alors maintenant, est-ce que c'est un bon signe, ce rythme moins accéléré de défaillance d'entreprise? Alors oui, ça peut être considéré comme un bon signe. Je rappelle que les différents assureurs crédits prédisaient pour 2016 des hausses de défaillance qui oscillent entre 10% et 20%. Aujourd'hui, premier semestre, sachant qu'en moyenne, le premier semestre représente 52-53% des défaillances de l'année, on est sur une hausse de 7,7. Bon, certes, c'est une hausse, mais pas aussi importante que ce qu'on pouvait attendre. Donc, en soi, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, quels sont les facteurs qui ont favorisé cette tendance? Alors, à l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour parler déjà, pour tirer des conclusions définitives, sachant, bon, là, c'est juste des estimations. Si on reste sur le trend actuel, on devrait finir l'année autour de 6200 défaillances. C'est à ce moment-là, à mon avis, qu'on pourra réellement analyser les différentes causes. Maintenant, il y a des facteurs qui sont positifs, qui ont aidé. Par exemple, je vois l'action du fonds de soutien aux TPME. Oui. 1,7 milliard de fonds débloqués pour cette catégorie d'entreprises. Par la CCG. Exactement. 1,8 milliard de fonds débloqués par les banques, toujours dans le cadre de soutien aux entreprises en difficulté. Donc ça, déjà, c'est une réponse déjà positive. Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte et qu'on évaluera par la suite. La question des délais de paiement, qui a un impact direct sur la trésorerie des entreprises. Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour voir dans quel sens évoluent les délais de paiement. Mais évidemment que ce critère-là aura forcément un impact important. Et c'est un facteur pénalisant pour les entreprises en difficulté. Alors, quels sont les secteurs qui sont les plus concernés finalement par les défaillances d'entreprises? Alors, 3 secteurs représentent 72% des défaillances au premier semestre. Le premier secteur, donc c'est le secteur du commerce, vient ensuite l'immobilier et troisième le BTP. Et c'est lié justement à ce problème de délai de paiement. Ah bien sûr, quand on parle, ce sont des secteurs qui puisent beaucoup dans leur trésorerie et qui reposent sur les rentrées d'argent. Exactement. Effectivement, que ce soit le BTP ou que ce soit le commerce, la question des délais de paiement se pose. Pour le commerce se pose aussi la question de la concurrence déloyale de l'informel, qui peut avoir aussi un impact important. Donc voilà, pour l'instant, il est encore trop tôt pour faire une analyse approfondie de cette stagnation. Je parlerai pas de baisse des défaillances, mais plutôt d'une stagnation au niveau de la hausse. Une idée sur la moyenne d'âge des entreprises en défaut de paiement?
Alors, on avait fait cette analyse et la moyenne d'âge, c'était entre 6,5 et 7 ans d'existence, entre le moment de la création et le moment de la défaillance. C'est-à-dire que finalement, les entreprises passent le cap fatidique des 5 années. Oui. Bizarrement. Pas si bizarre que ça. Je citerai des statistiques qui viennent des États-Unis. J'avais parlé récemment de création d'entreprises. Le taux de survie d'une entreprise américaine après 5 ans, c'est quand même 50%. Au Maroc, on est après 5 ans à plus de 60%. Donc on n'est pas très loin non plus des statistiques américaines. Donc c'est pas tant une surprise. Maintenant, ce qui crée une fragilisation de cette entreprise, c'est, j'en parlais dans une ancienne étude, c'était le montant du capital social. Aujourd'hui, pour près de 50% des entreprises créées, celles-ci se créent avec un capital social de 10 000 dirhams, ce qui est très faible. Avec 10 000 dirhams, aujourd'hui, on fait pas grand-chose. C'est-à-dire avec je dirais un statut de SARL généralement. Oui, effectivement. Par rapport. Alors, et si on parle de typologie d'entreprise, c'est l'entreprise individuelle qui arrive en premier. De la très SNC. Loin. Oui. Oui, voilà, exact. Mais après, l'entreprise individuelle vient le statut personne morale, et là, on parle effectivement des SARL, des EERL, etc. La SA, ça représente à peine 0,1% des entreprises existantes. Parce qu'il y a plus d'exigences au départ, bien simplement. Alors, est-ce que dans l'étude sur les défaillances d'entreprise, vous prenez en considération les cas des sociétés qui cessent leurs activités suite à une décision des actionnaires, une décision prise plutôt des fois hélico presto pour un changement d'activité ou pour des raisons fiscales? Alors non, nous, soyons très clairs, quand il y a un changement d'activité ou un changement de dénomination, au niveau d'Inforisque, on a une plateforme qui est intelligente, qui gère ce genre d'aspect. On est capable de rattacher ces événements à une entreprise. On va pas considérer ce changement comme une défaillance. J'ai bien parlé de type de défaillance, c'est-à-dire de redressement ou de liquidation, c'est-à-dire une situation financière qui est mauvaise. Mais là je parle des entreprises en somnolence. En sommeil, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Alors effectivement, ça, je citerai un chiffre. Sur notre base aujourd'hui de 400 000 entreprises, j'avais essayé de détecter justement ces entreprises en sommeil. Alors comment je m'y étais pris? Déjà, je m'étais assuré que ces entreprises ne publiaient pas de bilan pendant un certain nombre d'années, ne publiaient aucun événement, il se passait absolument rien. Et statu quo pendant près de 5 ans. Et là-dessus, sur cette base de 400 000, j'ai trouvé près de 120 000 entreprises, personnes morales, qui étaient en sommeil, ce qui représente un peu plus un tiers de la base. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup, effectivement. Et donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe au niveau des statistiques? Est-ce que ça perturbe un peu la lecture des données? Alors, ça peut perturber la lecture, je suis tout à fait d'accord, parce que finalement, ce chiffre annoncé sur la défaillance d'entreprise pourrait être beaucoup plus important. Si réellement les entreprises un peu malades, on les laisse sous perfusion pendant des années alors qu'il se passe rien du tout, effectivement, ça perturbe un peu les chiffres officiels de la défaillance d'entreprise. Je suis entièrement d'accord. Les 3217 sociétés marocaines en défaut au premier semestre 2016, vous avez évoqué le cas Samir. Il y a d'autres grands comptes qui sont dans alors non, ce cas de figure? Effectivement, quand on regarde l'ensemble des entreprises, c'est à peine alors la Samir, c'est un grand compte, une grande entreprise. Après, il y a quelques PME, quelques grosses PME, mais l'essentiel, c'est-à-dire pour plus de 90% des défaillances, ce sont des TPE. Sur ces défaillances d'entreprise, il y a des cas de rattrapage, c'est-à-dire une entreprise qui peut être en défaillance lors d'un semestre et se redresser lors du semestre qui suit. Oui, bien sûr, quand on est dans le cas d'un redressement, la situation n'est pas encore irrémédiablement finie, c'est-à-dire qu'il y a un plan de continuation qui est mis en place, des propositions qui sont faites avec les créanciers, et peut-être de l'injection de nouveaux fonds des actionnaires pour redresser la situation. Je veux dire, c'est possible de redresser la barre, oui. Dans l'absolu, c'est possible. Après, c'est très difficile. Il existe très peu de cas où, effectivement, on passe d'un redressement à une situation saine. Mais rien n'est impossible. Hamid Diohi, quel est votre avis sur les mécanismes existants pour justement venir en aide aux entreprises en difficulté au Maroc? Alors j'ai parlé du fonds de soutien aux TPME, donc ça c'est une très bonne chose, même si quand on rentre dans le détail
des critères d'éligibilité à ce fonds de soutien, on se rend compte que c'est un peu restrictif. Oui. Notamment, et quand on voit les fonds débloqués, donc on parle de 1,7 milliard aujourd'hui, quand on parle du nombre d'entreprises bénéficiaires, à peu près 300 ou 400, et qu'on fait le rapport entre les deux, on se rend compte que le montant, et quand on regarde leur chiffre d'affaires, on se rend compte qu'en réalité, les entreprises qui bénéficient de ce fonds de soutien sont plutôt des entreprises de taille moyenne, et pas réellement les TPE. D'accord. Déjà, premier constat. Après, les critères d'éligibilité font que, il y a certains secteurs qui vont être éligibles et d'autres pas. Donc finalement, c'est bien, mais c'est pas encore assez. Ensuite, je disais que près de 90% des défaillances d'entreprises, c'était des TPE. Clairement, aujourd'hui, leur principale difficulté, alors pour moi, j'en vois deux. La première, c'est les délais de paiement. Donc, et puis la conséquence directe sur la trésorerie. Le deuxième problème, c'est aussi un problème de fonds propres. 10 000 dirhams pour créer une entreprise, clairement... Le capital de départ n'est pas suffisant. Bien sûr. Et il est déjà mangé par la trésorerie, les délais de paiement, etc. en à peine quelques mois. Il est évident que si on ne réinjecte pas de fonds propres dans la société, le banquier, déjà, il suivra pas. Parce que c'est pas le rôle du banquier de prendre tous les risques. Le risque doit être partagé, c'est-à-dire que le banquier prêtera à 50% du montant des fonds propres. Je veux dire, il faut que l'actionnaire joue aussi le jeu. Alors, dans ce sens, vous préconisez un retour à une exigence de capital plus élevée au départ ? Par exemple, la SARL, je me rappelle, il y a 10 ans, on devait miser 100 000 dirhams pour créer une SARL à l'époque. Alors, le risque de jouer sur le montant du capital social, c'est que par la suite, il y ait beaucoup moins de création d'entreprises. En tout cas, en termes de personnes morales, plus d'entreprises individuelles, moins de personnes morales. Sachant qu'à côté de ça, il y a des dispositifs qui essayent d'inciter aujourd'hui les entreprises individuelles à devenir des personnes morales, des SARL. Et on a vu le faible impact. Aujourd'hui, près de 1000 entreprises sont passées du cap d'entreprise individuelle à personne morale, parce qu'elles voient derrière trop de contraintes administratives, etc., etc. Si on augmente le seuil du capital social, il est évident que les créations d'entreprises de personnes morales va baisser. Et ça, ce n'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il faut quand même. Alors maintenant, comment faire je dirais que c'est plutôt une prise de conscience de l'actionnaire. On n'est pas obligé de tout apporter au capital social, mais il peut y avoir des comptes courants d'associés, par exemple. C'est de l'argent que l'actionnaire prête à son entreprise, contre parfois une petite rémunération. Je crois que c'est plafonné à 2-3%. Donc voilà, et une fois que l'entreprise a pu prospérer un petit peu, l'actionnaire récupère ses fonds. Il n'est pas bloqué, il est prêté. Ça peut être un dispositif intéressant à utiliser pour les actionnaires, pour ne pas bloquer tout son argent dans l'entreprise. Deuxième partie des décodeurs Atlantique avec notre décodeur du jour, Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. Avant d'aborder le deuxième thème et le deuxième sujet en décryptage aujourd'hui, on s'arrête sur la séquence coup de gueule, coup de cœur, et ça sera un coup de cœur pour vous ce lundi matin, Amine Diouri. Oui, un coup de cœur. Alors, je lisais dans la presse il y a quelques jours que Maroc PME travaillait sur un nouveau projet de Small Business Act, donc pour les PME marocaines. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Small Business Act, déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est une terminologie qui est prise des Américains. Ce Small Business Act existe aux États-Unis depuis près de 60 ans. Et en fait, l'objectif de cet ensemble de dispositifs, c'est d'aider les TPME américaines. Alors l'idée c'est quoi ? C'est d'alléger le fardeau réglementaire qui pèse sur ce type d'entreprise, c'est de permettre à ces entreprises d'accéder plus facilement au marché public, dans les cas où elles pourraient y accéder compte tenu de la taille des marchés, mais aussi d'être sous-traitantes de grandes entreprises, d'imposer aux grandes entreprises de sous-traiter une partie du marché à des PME. C'est aussi faciliter l'accès aux prêts bancaires et globalement, ce Small Business Act américain est géré par une entité indépendante américaine qui défend les intérêts de la PME américaine. Donc pour nous, c'est très intéressant d'avoir cette même vision.
puisque j'ai pas besoin de rappeler une litanie de chiffres sur la TPE, PME marocaine, ne serait-ce que les délais de paiement, plus de 9 mois, les défaillances d'entreprise, les chiffres d'affaires qui baissent depuis 2011 de manière assez importante, des marges qui s'effritent aussi fortement. Bref, effectivement, il y a besoin de nouveautés pour ces TPME et qu'on défende davantage leur intérêt. Et pour vous, calquer ce modèle américain est une bonne chose? En tout cas, c'est un modèle qui marche. Très bien. Il vaut mieux copier un modèle qui marche que faire autre chose. Et le deuxième sujet évoque justement la révolution digitale, une nécessité de s'adapter pour les entreprises marocaines. Alors, est-ce que nos entreprises sont prêtes pour cette ubérisation de l'économie, ou est-ce que les dirigeants de sociétés au Maroc se disent on continue, on reste comme on est tant que ça marche et advienne que pourra? Alors, c'est pas une question. Je pense que la question n'est pas de savoir si l'entreprise marocaine est prête. Elle doit s'adapter. C'est une nécessité. Aujourd'hui, Internet a été une véritable révolution. Alors je sais que quand on parle de révolution Internet, j'étais dans cette première vague des années 2000 où effectivement dans un fonds d'amorçage, je choisissais les futures startups les futures startups françaises qui allaient éclore. On parlait déjà de révolution, mais à vrai dire, aujourd'hui, c'est une vraie révolution qui s'impose à différents niveaux. Alors pourquoi je dis que l'entreprise marocaine doit s'adapter? Je dirais qu'il y a certains secteurs qui ont raté, par exemple, le virage Internet et qui l'ont payé cher. Je citerai, par exemple, le cas des agences de voyage. Une très grande majorité ont raté ce virage, à part quelques gros. Je citerai, par exemple, Atlas Voyage, qui a réussi son virage technologique. Mais les autres ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, c'est dans ce secteur-là, c'est dans ces métiers-là qu'on voit les taux de défaillance fortement augmenter. Sachant que derrière, aujourd'hui, près de 30% de l'industrie touristique mondiale est déjà sur le net. Donc voilà, c'est une nécessité. Je citerai un autre chiffre qui montre toute l'importance de cette révolution numérique. C'est qu'aujourd'hui, 80% des entreprises défaillantes n'avaient pas de site internet. Un chiffre tout bête. Ça montre l'importance aujourd'hui d'être présent. Oui, effectivement. Internet, c'est pas simplement une vitrine qui permet de vendre un produit, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, quand vous parliez au début d'ubérisation, Uber, effectivement, c'est un exemple frappant de transformation des business models. Aujourd'hui, on parle plutôt de business model de plateforme d'intermédiation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation, il n'y a pas de relation directe entre le vendeur de services et le client final, mais au milieu, il y a une plateforme qui met en relation ces vendeurs de services avec le client final. C'est le cas de Airbnb, par exemple, c'est exactement le même business model. Donc je dirais que ça, c'est le premier gros changement, c'est-à-dire changement de business model, c'est bien plus qu'être présent, avoir une vitrine sur le net. Bon, là vous prêchez un convaincu, on est d'accord, il y a nécessité de s'adapter et de prendre le train de cette ubérisation de l'économie, révolution numérique, etc. Maintenant, est-ce que nos décideurs sont conscients de ça? Vous avez parlé du secteur des agences de voyage, il y a d'autres secteurs d'activité où, je vous le dis, les gens se reposent sur leur laurier et disent tant que ça marche, il n'y a pas à embarquer dans ce train du net. Alors, pour ceux qui pensent ça, on en reparlera dans quelques années, je risque de les retrouver sur ma liste de défaillances. Maintenant, si vous êtes un manager, si vous êtes un bon manager, vous savez que autour de vous, il y a énormément de données disponibles. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de big data. C'est-à-dire que en une seule journée, il y a autant d'informations qu'il y en a eu pendant l'aube de la civilisation jusqu'à 2003. Et ça, c'est le PDG de Google qui le dit. C'est-à-dire qu'en une journée, il y a une quantité mais infinie d'informations qui est autour de nous. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de transformer cette big data, cette information disponible, en smart data, c'est-à-dire en outil décisionnel. Je prends la donnée, je prends les données qui m'intéressent, je la transforme, je lui donne de la valeur ajoutée et cette donnée finale... Ça devient une opportunité. Ça devient une opportunité, ça m'ouvre les yeux, ça me dit voilà ce qu'il faut faire. Très bien. Est-ce qu'il faut que, pour les banques, ça me dit est-ce que je dois prêter à ces gens-là? Est-ce que ces entreprises vont faire un défaut de paiement? Oui.
compte tenu de leur comportement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce au net, des informations banales que vous trouvez sur les réseaux sociaux, une personne qui va par exemple changer pas mal de fois de boulot, ou qui aime voyager, ou qui aime faire telle activité, ça nous donne une information sur cette personne qui peut être transformée et nous dire cette personne-là, elle va payer, elle va rembourser ses dettes, on peut lui faire confiance. Très bien. C'est ça aujourd'hui l'idée, c'est qu'on peut transformer la donnée pour en faire quelque chose, un outil d'aide à la décision. Alors est-ce que nos entreprises sont outillées pour ça maintenant ? Est-ce que il y a les ressources humaines qualifiées pour gérer justement la présence sur des réseaux sociaux, le site internet, etc. Alors, je pense que pour un niveau primaire, il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux, il faut avoir une présence sur le net. Je l'ai dit, 80%. Avec une personne dédiée. Oui, un community manager. Voilà. Oui, est-ce que justement les community managers sont justement sur le marché et sont recrutés par ces entreprises PME surtout qui pensent surtout à l'économie des ressources? Alors, je dirais que aujourd'hui, effectivement, c'est un nouveau métier. On voit apparaître des community managers, ça commence à apparaître sur le marché. En termes, alors après, si on se dit community manager, ça a l'air difficile, ça va coûter de l'argent, une telle ressource, ok, peut-être que ça coûtera de l'argent, mais ça coûtera certainement moins cher d'avoir un community manager qui va animer vos réseaux sociaux, qui va être en lien interactif direct avec le client final, qui va connaître immédiatement l'entreprise est en lien direct avec le client, elle va connaître immédiatement ses besoins. Ça n'a pas de prix. Je veux dire, aujourd'hui, si vous voulez communiquer avec votre client et que vous passez par les réseaux traditionnels, dans les supports médias, ça va vous coûter énormément plus cher, je pense. Moi, je pense qu'il est plus intéressant, plus intelligent d'investir aujourd'hui sur un community manager qui va justement véhiculer l'image de marque de l'entreprise auprès du client final. Il y a de la e-réputation aussi. Il y a de la e-réputation, exactement. Mais aussi, je teste mes produits directement par rapport au client. Avec les retours qu'on peut avoir. Voilà, et c'est un retour instantané. J'ai pas besoin d'attendre 3 mois, 6 mois avant de modifier quoi que ce soit. Et ça, je pense que ça n'a quand même pas de prix. Et ça ne demande pas, je pense pas, un investissement matériel qui soit très important au démarrage. Vous parlez d'investissement matériel ou humain? Les deux. Les deux. Oui. Je pense qu'effectivement, l'investissement humain, c'est la personne qu'il faut recruter. L'investissement matériel, effectivement, on passe au stade suivant, c'est-à-dire que il faut peut-être des outils plus performants pour capter la bonne donnée, la transformer. Il y a aussi d'autres personnes qui rentrent en compte. Alors, autre nouveau métier qui apparaît, le data scientist, par exemple. Je parlais de big data, smart data. Pour passer du big data au smart data, il faut quelqu'un au milieu. Généralement un statisticien, un mathématicien, un analyste, qui soit capable de prendre cette donnée, différentes données pertinentes, de les compiler, de les placer dans une moulinette et d'en tirer une information importante. Et aujourd'hui, palpablement, il y a ce genre de profil au sein des entreprises marocaines. Alors, ça apparaît, surtout dans les grandes entreprises. Les banques s'intéressent énormément aujourd'hui. Alors déjà, je citerai l'aspect réglementaire des banques je citerai l'exemple des scores. Oui. Du scoring. C'est l'exemple typique de la transformation d'une donnée brute, matérielle, quantitative, qualitative, en information. Aujourd'hui, BAL 2, BAL 3, notamment, imposent ce type d'outils. Donc, effectivement, les banques sont obligées de se doter de ce type de ressources. Parce qu'il y a la réglementation derrière. Mais sur certains métiers, est-ce que vous pensez que c'est un problème culturel que quand il s'agit d'un manager jeune qui a fait des études récemment, etc., il est dans l'air du temps, et quand il s'agit d'une personne un peu plus âgée, expérimentée certes, mais qui n'a pas bercé, je dirais, dans cet univers technologique, là on remarque une réticence. Je sais pas. Moi, j'ai 40 ans. Quand j'ai grandi, j'étais pas encore dans cette révolution numérique. Et pourtant, aujourd'hui, je me rends compte, à 40 ans, que c'est absolument indispensable, que c'est une absolue nécessité. Maintenant, c'est vrai, l'investissement humain, matériel, financier peut faire peur, mais je citerai l'exemple d'Inforisk. Aujourd'hui, il y a aussi des prestataires de services qui donnent de l'information déjà travaillée. Je veux dire, il y a
a pas besoin d'avoir de ressources en interne. Tout à fait. Se renseigner sur sa contrepartie, je veux dire, c'est quelque chose d'essentiel. Vous pouvez le faire en interne, vous avez vos propres ressources, mais vous pouvez aussi faire appel à des prestataires externes. C'est ça aussi l'idée d'Internet. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout faire tout seul. On a de la matière première, on a de la matière grise qui est disponible pour justement donner cette information, cette donnée. Amine Diouri, on dit que la révolution de ce 3e millénaire, c'est l'impression 3D. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à intéresser nos décideurs. Alors, l'impression 3D, je sais que une université de Rabat vient de l'installer récemment. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, tout simplement parce que ça va permettre de mettre en forme des idées qui avant n'étaient que sur le papier, mais là on va pouvoir avoir une idée réelle de ce que peut donner cette idée. Alors, je vais vous dire très franchement, moi je militais déjà il y a quelques années quand je suis arrivé au Maroc, je travaillais justement sur l'idée d'un centre de prototypage. C'est à peu près le même concept, c'est-à-dire que un centre privé. Voilà, exactement, un centre privé, mais aussi ça peut être un partenariat public-privé. Oui. L'idée, c'était de dire quoi ? C'est vraiment la même idée que l'impression 3D, c'est de dire que voilà, au Maroc, on a des jeunes très brillants qui ont de bonnes idées, mais que derrière, il faut pouvoir réaliser cette idée. Un centre de prototypage, c'est à peu près le même système. D'ailleurs, on retrouve dans ce centre de prototypage des imprimantes 3D. L'idée, c'est pouvoir justement concrétiser cette idée. Aujourd'hui, c'est ce qui manquait justement dans nos universités pour aller plus loin au niveau de l'échelle de l'innovation. Aujourd'hui, je vois que cette idée est en train de se poser, notamment à travers cette université, et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Pour revenir à cette ubérisation de l'économie, est-ce qu'il ne faut pas aussi dépoussiérer nos lois, les lois régissant les différents secteurs d'activité, notamment le commerce ? C'est une très bonne question. C'est une absolue nécessité et c'est pas un problème propre au Maroc. On voit qu'en France, on a également la même difficulté, aux États-Unis, pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lois existantes ne sont pas du tout adaptées aux transformations numériques, Internet, etc. C'est une réalité. Et notamment au niveau fiscal. La France rame, par exemple, énormément avec les Google et tous les géants de l'Internet, parce que ils considèrent qu'il y a une grosse partie des recettes qui leur échappent, effectivement. C'est une autre question qui est importante et qui doit être posée, qui sera certainement posée dans les mois et les années à venir. Pour le Maroc spécifiquement, vous avez évoqué justement Uber. On sait qu'il y a toujours un blocage, un flou autour de ce dossier entre la wilaya de Casablanca, la société, etc. Est-ce qu'on ne doit pas un peu dépasser tout cela et créer des formules innovantes pour intégrer ces nouveaux venus dans le marché numérique ? Alors oui, effectivement, il faut absolument laisser la place à l'innovation, laisser la place aux projets innovants. Maintenant, laisser de la place aux projets innovants, ça ne veut pas dire non plus bouleverser complètement un écosystème déjà existant, créer du chômage, créer des espaces flottants où voilà, c'est pas ça l'idée. Il faut laisser la place à l'innovation. Uber, dans l'absolu, ça me semble être une très bonne idée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été repris dans plein d'autres domaines. Airbnb, on peut louer des appartements en mettant simplement en relation un propriétaire d'appartement avec un client. Et ça se développe. Les plateformes d'intermédiation se développent dans plein d'autres métiers, dans plein d'autres activités. C'est une excellente idée. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça doit tuer tout un écosystème existant. Voilà. On dit aussi que le problème du Maroc, c'est qu'on a très peu de contenu sur le net. On est consommateur, mais pas producteur de contenu. Est-ce que ça pénalise aussi les entreprises marocaines ? Alors ça, je demande à voir, parce qu'en réalité, quand je vois qu'il y a 9 millions de Marocains qui sont présents sur les réseaux sociaux, et quand je vais sur Facebook, que je regarde avec ma femme le contenu de ce qui est présent, il y a un peu de tout, mais c'est du contenu en tant que tel. En réalité, on produit grâce aux réseaux sociaux du contenu parfois intelligent, parfois un peu stupide, mais on produit. Je veux dire, grâce à des applications comme Periscope, par exemple, aujourd'hui, on produit du contenu. Il suffit juste d'avoir un téléphone portable, de filmer, de le mettre sur Internet.
Internet, on a produit du contenu. Donc le contenu, à mon avis, c'est pas le problème. On peut en produire à l'infini aujourd'hui grâce aux différentes applications existantes. Et les opérateurs télécoms jouent le jeu dans ce sens. Est-ce que il est facile d'héberger du contenu pro côté corporate? Bon, alors après, au niveau opérateur téléphonique, on a vu le problème qui s'est créé récemment avec les applications WhatsApp et toutes les voix sur IP. Les voix sur IP. Donc on voit que ça, il y a quand même un problème qui se pose. D'ailleurs, c'est un problème qui se pose qu'au Maroc, puisqu'ailleurs, on peut discuter tranquillement. Mais ça, c'est l'ANRT qui impose une réglementation particulière aux 3 opérateurs. Je sais bien. Mais bon, voilà. Il y a un problème qui existe. Ailleurs, il n'existe pas. Bon, voilà, il faut savoir, à mon avis, il faut se poser la question de savoir pourquoi il n'existe pas ailleurs et pourquoi il n'existerait chez nous. Au niveau de la CGM, vous avez une idée sur ce qui est fait pour encourager les membres du patronat à embarquer dans cette ère et révolution numérique? Alors, je connais pas très bien les programmes de la CGM là-dessus. Je sais que bon, pour l'instant, ils ont beaucoup d'autres soucis, j'ai envie de dire, dans l'économie, l'ancienne économie, enfin l'économie réelle, c'est-à-dire ils ont beaucoup à faire sur le problème des délais de paiement, sur les problèmes liés au TPME. Mais je pense qu'il doit y avoir de la matière qui tourne là-bas. Mais malheureusement, je suis pas informé sur ce qu'ils font. Amine Diohi, est-ce que au sein d'Inforisque, vous menez des études sur ce volet digital des entreprises marocaines? Alors, c'est un sujet qui est fortement suivi, c'est un sujet que je suis de manière quotidienne. Maintenant, c'est vrai que je pense pour la rentrée, justement, faire publier une étude sur ce sujet-là. Je vous rappelle que vous êtes responsable PME chez Inforisque. Vous étiez notre décodeur pour ce lundi 25 juillet 2016. À une très prochaine occasion, Amine Diohi. Je l'espère. Après le point de l'actualité de 10h, une rediffusion de votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques. Bonne journée à l'écoute d'Atlantique Radio, à la réalisation jusqu'à midi, Youssef Routni.